Europe 1. Et à la une, donc, une nouvelle semaine décisive qui s'annonce pour l'Ukraine, puisque, je vous le disais, une délégation doit rencontrer une équipe américaine mardi en Arabie Saoudite. En attendant, les frappes russes se poursuivent. Elles ont fait 14 morts hier dans l'est du pays. Moscou qui revendique aussi la reprise de 3 villages dans la région de Koursk. La France, elle, va mobiliser une nouvelle enveloppe de 195 millions d'euros pour aider l'Ukraine. Argent débloqué grâce aux intérêts des avoirs russes. Annonce de Sébastien Lecornu dans la presse ce matin. Cette somme va permettre de livrer des obus, des bombes planantes qui arment les Mirage 2000 qui ont déjà été livrés à Kiev. Voilà ce qu'explique le ministre des Armées. Et puis cette question, comment se préparer à une économie de guerre en France alors qu'Emmanuel Macron a annoncé des investissements supplémentaires en matière de défense? Quelles sont les sources de financement? Pour en parler, on accueille dans Europe 1 Midi Week-end Rachid Temal. Bonjour. Bonjour. Un sénateur PS du Val d'Oise, vice-président, je le disais, de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. À l'heure actuelle, le budget des armées, c'est à peu près 2% du PIB, 60 milliards d'euros grosso modo. Les Français sont plutôt favorables, y compris s'il faut rogner sur d'autres budgets. Alors, quels sont les principaux leviers pour augmenter ce budget, le faire passer à 3,5%? Alors, il faut d'abord expliquer que les 2%, c'est le fruit d'un accord à Madrid en 2022 au sein de l'OTAN, et donc dans lequel nous sommes. Et il y a un sommet qui se tiendra à La Haye en juin prochain, aux Pays-Bas, et donc l'idée, a priori, serait de monter à 3,5%. Donc comment on fait? Donc la question d'abord, c'est pourquoi on fait cela? C'est parce que moi je suis pas à l'aise et je suis pas favorable, pour être totalement honnête, sur le terme économie de guerre. Je crois que nous ne sommes pas à dire cela. Nous avons à dire qu'il faut être en capacité de nous défendre chaque fois que nécessaire. Et donc ça veut dire qu'il faut produire en temps réel, mais aussi une capacité de produire rapidement. Et donc la question qui nous va être posée dans les prochaines années, c'est comment, il y a une logique de dualité, c'est-à-dire comment on peut, dans de l'industrie civile, aussi produire en temps réel de l'armement, des munitions, et je crois que c'est aussi ça la capacité que on doit dorénavant atteindre en France. Alors ça, c'est pour la partie de réindustrialisation. Oui, mais donc c'est l'industrie, et je dis parce que c'est extrêmement important, parce que un des sujets que nous avons eu dans le soutien à l'Ukraine, c'est notre capacité à dire on vous soutient et à produire suffisamment d'armes et de munitions, notamment pour combattre les troupes de Poutine, et on voit qu'il y a eu beaucoup de travail. La France a fait d'énormes efforts et on peut remercier nos industriels, etc. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Sur le financement. Donc, il y a une dimension européenne, incontestablement. Donc là, vous avez vu, il y a quand même des premières enveloppes qui sont en train d'être annoncées, et c'est une bonne chose. Il y a aussi le fait qu'on doit sortir les dépenses militaires des 3%. Ça, c'est un deuxième élément. Et puis, il y a du financement, alors à la fois de l'État et à la fois du financement privé. Sur la question du financement privé, parce que c'est aussi un élément important, nous les socialistes, moi j'ai porté avec mes collègues, et on a déposé une proposition de loi qui dit quoi? Créons un produit d'épargne dédié, ce qu'on appelle le livret défense souveraineté. Pourquoi nous faisons quelque chose de spécifique? Certains sont pour aller sur le livret A ou d'autres. Nous disons que d'abord les Français raffolent des produits d'épargne, je crois qu'il y en a toujours besoin, plus que jamais, et par ailleurs sur la base du volontariat, on dit aux Français, grâce à votre épargne, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir renforcer votre sécurité, celle de la France et de fait du continent européen, donc sur des éléments de souveraineté, de défense et d'industrie. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que là, ça permettra ensuite aux banques, bien sûr, de faciliter les choses, aux banques françaises sur le livret, mais au niveau européen, parce que je rappelle qu'à ce jour, la Banque européenne d'investissement ne permet pas d'investir dans l'industrie de défense. Là aussi, il faut lever le verrou. Et alors, Rachid Temal, pas de hausse d'impôts, a demandé le chef de l'État. Pas question de toucher non plus au modèle social, a dit François Bayrou ici chez nous vendredi. Mais on va couper où, sachant que l'hôpital manque de moyens, pareil pour tout le régalien, l'éducation nationale. On sait que ça ne sera pas suffisant, un livret de guerre. Alors c'est pas un livret de guerre, là aussi. Oui, je schématise un peu. Mais je pense que les mots sont importants. J'ai vu Morin et d'autres dire plein de choses. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. C'est un livret défense, souveraineté. Mais je crois que d'abord, ce qu'on dit là entre les financements européens et les financements français, il y a de la matière. Ensuite, moi, je partage ce qu'a dit le président de la République à un point près. Il peut pas nous dire à la fois, il faut que dorénavant chacun pense à autre chose, change de modèle et lui-même garder un point qui lui semble essentiel. Moi, je pense qu'il ne faut pas commencer par dire il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait une contribution exceptionnelle sur telle ou telle catégorie de nos compatriotes. On peut imaginer des choses. Donc là, commencer par dire il n'y aura pas. Est-ce qu'on fera un grand emprunt? On a un livret.
tout ça existe, je le dis, donc, et je rappelle également qu'il faudra aussi combattre la guerre informationnelle, il y a aussi des éléments à faire. Donc moi, je le dis aujourd'hui, vous savez, je reprends l'expression de Churchill, quand il était Premier ministre et que des conseils disaient, pour le budget, il faut réduire. On lui a proposé de réduire sensiblement, très sensiblement, le budget de la culture. Il leur a répondu, mais attendez, si on supprime la culture, qu'est-ce qu'on a de différent avec les nazis? Donc la question qui nous est posée à nous, c'est que moi je crois que la démocratie, le service public, je crois que la culture, l'école, etc. sont essentiels justement face à des dictatures. Et je crois qu'il faut les préserver bien évidemment. Et je pense que nous arriverons, parce que je le dis, je crois que nous arriverons à trouver des recettes. Il faudra faire aussi des économies, bien sûr, mais des recettes suffisantes pour renforcer notre outil de production et notre outil de défense. Et on a vu que les Français y étaient plutôt favorables, Rachid Temal. Autre sujet sur lequel ils sont plutôt favorables, c'est le retour du service militaire obligatoire. On apprend ça ce matin dans un sondage 6 Français sur 10. On va écouter Noé Chaillot pour Europe 1. Bonjour Noé. Bonjour Léna Haig. Vous êtes du côté de Strasbourg et là on est plutôt pour effectivement. Oui, face au retrait des États-Unis, rétablir un service militaire obligatoire permettrait aux Français de se sentir plus en sécurité, comme Thomas qui craint le contexte politique actuel. Ça peut faire peur. Il faut effectivement que la France se prépare aux menaces extérieures, devienne plus autonome des Américains, ça c'est sûr. Ça permettrait de se considérer comme plus patriote. Suivre une formation militaire permet également de transmettre des valeurs et des enseignements fondamentaux pour Paul et Julien qui ont fait l'armée. La cohésion de la nation, efficacité, redonner une âme un peu à notre pays. Au service militaire, tu es obligé d'avoir des contacts, de savoir vivre, respecter son prochain. On voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Il faut des soldats. Et un service militaire est aussi l'occasion d'allier la vie en communauté et le renforcement de l'ordre dans un pays, évoque ce Strasbourgeois. Il y a des contraintes, il y a de la discipline, il y a de l'ordre, il y a du travail, de vie en communauté. Moi j'ai des copains qui ont fait leur service militaire en Allemagne, d'autres ils sont allés à Marseille. Vous voyez que ce soit un mélange. Ces Alsaciens espèrent que ce service sera à nouveau obligatoire, mais pour ce faire, il faudrait que le gouvernement mette plus de moyens financiers dans les casernes. Noé Chaillot, correspondant d'Europe 1. Dans le Grand Est, juste d'un mot, Rachid Temal, avant de vous libérer, pour ou contre le retour du service militaire obligatoire? Moi, je ne suis pas pour le retour du service militaire obligatoire, je suis pour une formation militaire. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on organise, comme dans beaucoup de pays. C'est une capacité à ce que les uns et les autres, on comprenne ce qu'est la défense, les éléments stratégiques, et qu'en cas de guerre, on sache quoi faire. Et le service militaire qui a donc été supprimé en suspendu en 1996 à l'époque de Jacques Chirac. Merci beaucoup d'être intervenu dans les studios d'Europe 1 aujourd'hui.